Non. Lieutenant, vous avez menti à Poirot. Vous dites que vous étiez dans vos quartiers vers minuit. Mais Poirot va prouver que c'est absolument faux. À 8h moins le quart du matin, on vous a vu à 3 kilomètres d'ici, en compagnie de la femme qui est morte. Général, il ne s'agit pas d'un meurtre ainsi que l'a suggéré la police palestinienne, mais je suis persuadé que le lieutenant a menti à propos de son emploi du temps pour cause de panique. Et en s'appuyant sur cette histoire, en aggravant encore sa position mensonge après mensonge durant des semaines de tromperie, il m'a amené à le soupçonner. Et à présent, l'énorme honte retombera sur lui-même et sur son régiment et sur sa femme. Général, le cou de cette femme n'a pas été brisé par la main d'un homme, mais par une chute. Voyez-vous, lorsque le cou est brisé en deux endroits, cela signifie... Allez-y! Avant de prendre congé de vous à Istanbul, monsieur, mon commandant m'a prié de vous renouveler une fois de plus ses vifs remerciements pour avoir résolu notre problème régimentaire. Si je puis vous parler sans détour, monsieur, je crois qu'il est injuste qu'une seule erreur ait coûté la vie au lieutenant Maurice. C'était un brave garçon qui s'est trouvé malgré lui impliqué dans un accident. Injuste? Il a fait une erreur de jugement. C'était quelqu'un de bien. Ça n'aurait pas dû finir en suicide. Je crois qu'il a pensé qu'il n'avait guère le choix. Un homme tel que votre ami le lieutenant a toujours le choix. Et ce fut son choix de mentir, ce qui lui a amené toutes ces difficultés vis-à-vis de la loi. Monsieur Ratchet, les renseignements sur les biens immobiliers italiens sont arrivés. Je descends. Très bien, monsieur. Profitons de cette promenade, John. À quelle heure le train partit? Viens, ça parle. À quelle heure part ce train, John? Il ne faudrait pas le rater. Il part à 9h, ne t'inquiète pas. Non, je t'en prie. Quand tout sera fini, alors... Laisse-moi tranquille! Par pitié, non! Laisse-moi, arrête! Non! Que se passe-t-il? Il va lui faire du mal. Oh, arrêtez! C'est parce que je faisais pitié! De quoi s'agit-il? Non. Elle a commis l'adultère. Le mari veut faire justice. Seigneur, ils vont la Non, tuer! Marie, non. Cela reste en prie. Après. Marie, viens. Non, je ne peux pas mourir! Marie, je t'en prie, reste là. Allez, partons. C'est affreux! Bienvenue au Toca Client, monsieur. Merci. Et puis-je vous demander si vous avez reçu des messages pour moi? Bien entendu. Et vous en avez reçu, monsieur. Merci.
progressons dans le meurtre Eustace. Quand rentrez-vous, Scotland Yard, Londres? Je suis désolé, mais je vais devoir annuler ma réservation. Je suis rappelé à Londres, je pars immédiatement. Entendu. Seriez-vous assez aimable pour me réserver une place pour ce soir sur l'Orient Express? Bien sûr, monsieur. Merci. Laissez ça à vous. N'y touchez pas. Si j'avais eu besoin d'aide, j'en aurais demandé. Hercule Poirot? Hercule Poirot, oui, oui, c'est bien vous. Mais que faites-vous à Istanbul? Oui, c'est ça, pour ce soir. oui. Monsieur, Attendez, je vais voir. je voyage. Je viens de Palestine et je vais à Londres. Donc, vous retournez chez vous par l'Orient Express? Ah oui, ce soir? Mais moi aussi! Hey, je suis le directeur de la ligne! Ah mais, je vous demande pardon. Bien sûr, vous êtes Monsieur Book. Oui. Ah, veuillez me pardonner. À présent, je me souviens. J'espère bien. Monsieur, je suis tout à fait désolé, mais on vient de me dire que l'Orient Express est complet ce soir. Vraiment? Eh bien, je partirai demain. Non, 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 non. Nous trouverons une couchette pour vous, Poirot. Ne changez pas vos Ah oui, plans. oui. Il y a toujours de la place. C'est mon boulot. Et vous verrez, ce sera parfait. Laissez, il est avec moi. Bonsoir, bonsoir. Mettez ça, entendu. Attention, c'est fragile. Numéro 8. Fraulein Schmidt, bitte. Ah, merci. Et vous êtes au numéro 14, Princesse Dragomirov. Merci, Michel. Je vous en prie. Hey, Michel! Ah! Bonsoir, monsieur Book. C'est un grand plaisir de vous revoir. Mesdames, je crois que vous êtes complet ce soir. Oui, c'est incroyable. Le train est complet. Le monde entier a décidé de le prendre ce soir. Eh bien, ce monsieur ici présent est un ami personnel et on peut lui octroyer le numéro 16. Mais les premières classes sont au complet, même celles qu'on garde de côté. Vous êtes au numéro 1, bien sûr, mais j'ai bien peur que... Pardonnez-moi. Bonsoir. Je suis à vous. Numéro 11, mademoiselle Debenham. S'il vous plaît. Je suis Xavier Book, directeur de la ligne. C'est Hercule Poirot, vous savez. Le fameux Hercule Poirot, il est vraiment célèbre. Le Hercule Poirot? Oui. Et la compagnie n'acceptera jamais qu'il voyage avec le bagage. Je peux vous aider, madame? Numéro 11. C'est au bout du couloir. Et cela vient-il de moi ou fait-il un grosse manchot ici? Je crains que ça ne vienne de vous, madame. Vous permettez que je remonte la fenêtre? Est-ce que quelqu'un a vu qui tente de monter dans ce train? À Belgrade, demain, nous aurons un wagon supplémentaire en provenance d'Athènes qui sera pratiquement vide. N'est-ce pas, Michel? Oui, c'est exact. Ainsi, nous disposerons d'autres compartiments, donc le seul problème, c'est pour ce soir. Et en seconde, il n'y a vraiment rien de Eh libre. bien, je voyagerai demain, ce n'est pas un problème. Non, non. Je suis pas en retard, n'est-ce pas? Non, madame. Il se trouve que ma correspondance a été retardée à cause de la neige sur le Taurus Express. Du côté de l'Est, tout est bloqué et enneigé, monsieur. Mademoiselle Olson, vous avez la couchette 10. Merci. Ah. Voilà, j'embrasse toujours Saint-Christophe. Je l'embrasse pour vous aussi, monsieur. Ce monsieur Harris n'est pas arrivé? C'est la couchette 7. Non, en effet, Et monsieur. c'est un de mes amis. Mais c'est trop tard. Madame, les barrières vont se Mais fermer. qui êtes-vous pour réquisitionner la couchette de monsieur Harris? Non, Je mais suis c'est- sûre qu'il va arriver dans un instant. Il est juste un peu en retard. Oui, je suis le directeur de la compagnie des wagons-lits. Voilà qui je suis, madame. Mais il a payé votre compagnie, il a son billet, ce sont des règles à respecter. Absolument. Et il sera en mesure d'effectuer un autre voyage sans coût supplémentaire. Pardon, madame. Désolé, madame Barr. C'est un scandale, voilà ce que j'ai à dire. Non, non, le scandale, ce serait que votre ami soit là et que je l'empêche de monter à bord. En Amérique, en tout cas, ce serait considéré comme tel. Votre remontant, monsieur Ratchet. Ouais? Monsieur McQueen, Qu'est-ce que c'est? voici monsieur Poirot. Il partage ce compartiment avec vous ce soir et dès demain, il déménagera dans un autre. Non. Oh non. Si, ça peut se produire. Et aujourd'hui, ça se produit. Monsieur,
bien trop grosse, non? Non, 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 non. Je vais la poser par terre. Bien. Et Monsieur McQueen, est-ce que je peux pousser vos accessoires de toilette pour faire de la place pour les miens? Si c'est obligé. Merci. Antonio Foscarelli. Masterman. Je prendrai la couchette du dessus. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Monsieur Ratchet voudrait vous voir dès que possible. Oui, je vais y aller. Excusez-moi. Pardon, monsieur. Oh, excusez-moi. Cela fait 10 minutes que je vous appelle. Et je vous ai dit que je venais, monsieur. Comment vous appelez-vous? Pourquoi voulez-vous le savoir? Eh bien, Calais est à 3 jours d'ici et c'est un long voyage. C'est curieux, votre bras. Il est paralysé. Mon nom est Ratchet. Monsieur Ratchet. Tout va bien, mademoiselle? Oui. Oui, très bien, merci. Hercule Poirot. Marie Debenham. J'ai passé quelque temps à enseigner en Perse et aujourd'hui je rentre chez moi. Je vous ai vu cet après-midi dans les rues d'Istanbul. Vous avez vu ça? Oui. Vous n'êtes pas trop perturbé par ce qui s'est passé, j'espère. Oh si, bien sûr que je suis perturbée, d'autant plus que je ne pouvais rien faire pour l'aider. Pas vous? Oh, si, bien entendu, mais... La justice est souvent dérangeante quand on n'est que témoin. La justice? C'est comme la potence en Angleterre. Mais s'agissant d'une autre culture, il vaut mieux éviter d'intervenir, mademoiselle. Cette femme était adultère, mais elle n'avait tué personne. Non, mais elle avait brisé les règles et elle savait ce à quoi elle s'exposait. Quelle profession exercez-vous, monsieur? Si je ne suis pas indiscrète. Je vous en prie. Non, mais j'ai trouvé ça très bouleversant. Oui, c'était pénible. Je suis détective, mademoiselle Paulson. Dans la police? Non, privé. Privé. Détective, privé. Hercule Poirot. Intéressant. Très intéressant. Hercule Poirot. Vous désirez, monsieur? Fermez la porte. Je veux tout savoir sur les personnes qui sont dans ce train. Tout ce que vous avez pu apprendre sur ces gens, où ils se rendent et d'où ils viennent. Je suis désolé, monsieur, mais le principe de notre... La ferme! Que savez-vous sur eux?
tout de suite, monsieur. Madame, votre monnaie. Non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un drachme? Merci. C'est vraiment difficile à prononcer. Poirot, Poirot. Non, 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 non. Venez ici, cher ami. Je vous en prie. Venez vous installer à la table du directeur, oui. Et dans ce cas, dès qu'on a changé de pays, on ne peut plus dépenser ce qu'il Je vous présente un ami qui est grec. Il s'appelle Constantine. Enchanté. Il est, Quel est votre métier déjà? Je suis médecin, obstétricien. Ah oui, c'est ça. J'étais à Ankara et aujourd'hui je retourne en Amérique. Hercule Poirot. Monsieur Poirot, les œufs, combien en voulez-vous? 2, mais à la coque est exactement de la même taille, s'il vous plaît. Nous jouons à un petit jeu, Poirot. Et ça va vous intéresser. Où? À part à bord de mon train transcontinental, pouvez-vous trouver des diplomates hongrois, le comte et la comtesse Andreini. Un homme d'affaires américain très fortuné. Ne regardez pas cet impôt. Une princesse russe, La princesse rendra soigneusement suivie, pas à pas, par sa femme de chambre. accompagnée d'une sauce persillée et la cuisson ne devra pas durer plus de 30 secondes. Merci. Un célibataire italien, Monsieur Poirot. une jeune femme missionnaire d'origine scandinave. Attendez. Merci. Des Belges. Et des Anglais très guindés. Toutes les nations, toutes les classes, et tous ceux qui gravitent autour, mangeant et dormant sous le même toit. Hercule Poirot suggérerait... l'Amérique. Absolument. Le plus grand des melting pot. Ça a pris à Constantine 4 essais avant qu'il ne trouve. Et même après ça, j'ai dû lui souffler la réponse. Ce n'est pas juste, monsieur. Ta. Michel, champagne. Et il vit là-bas. Champagne pour tout le monde. Avec les compliments de la compagnie des wagons-lits. Et mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent voyage et à votre santé. Croyez-vous en Dieu, monsieur Poirot? Je n'y ai jamais cru, mais aujourd'hui j'y crois. C'est une arme de plus en quelque sorte. Un genre de protection supplémentaire. Et je crois qu'on a tous besoin, un jour, d'une protection supplémentaire, non? Vous allez travailler pour moi. Pourquoi vous faut-il une protection dans ce train? Parce qu'il y a des gens qui savent où je suis et ce que je fais. Et que faites-vous? Je fais pénitence. Je dois faire pénitence et rendre quelque chose pour enfin être pardonné. Mais je pourrais être tué avant de le faire. Par qui? Je suis un homme riche, monsieur Poirot, et j'ai des ennemis. Mais il faut que je me rende à Calais. Vous êtes engagé? Non. Je ne jouerai pas au poker avec vous, monsieur. Non. Sommes-nous à Belgrade, monsieur? Oui, en effet, il fait très froid. Je crois que je vais remonter dans le train, si vous le permettez.
croyais que vous descendiez Non, ici. non, non. Nous allons chercher un hôtel. Non, je veux rester. Écoute-moi, j'ai vu l'employé prendre votre valise. Oui, parce qu'à partir de ce soir, j'ai mon propre compartiment. Monsieur Poirot, Oui, le quoi compartiment numéro 1 est prêt à vous Ah, recevoir. merci, Michel. Ah, merci. C'est vous qui avez mis ça sur mon lit. Est-ce que c'est vous qui avez mis ça sur mon lit? Non, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Ce que c'est n'a aucune importance. Avez-vous laissé ce compartiment ouvert ou sans surveillance à un certain moment de la journée? Non, monsieur. Non, monsieur. Aucun de vous ne prendra la responsabilité de ce qui est arrivé. Aucun de vous ne savait que quelqu'un allait tenter de pénétrer dans mon compartiment aujourd'hui. Alors je vous paye pourquoi? McQueen. Dehors. Encore une lettre de menace, sans doute. Bien sûr que c'était ça. Y a-t-il un problème? Non. Monsieur McQueen, voulez-vous prendre un verre? Ouais. Ce n'est pas de refus. Seigneur, je vous remercie de m'avoir créé et de m'avoir accueilli au sein de l'Église catholique. Pardonnez-moi pour tout le mal que j'ai fait aux autres aujourd'hui. Et si j'ai fait du bien, daignez recevoir à présent mon offrande, je vous en prie. Prenez soin de moi tandis que je me repose. Et délivrez-moi du danger. Amen. Amen. Monsieur Ratchet? Monsieur Ratchet, est-ce que tout va bien? Ce n'est rien. Tout va bien.
Madame Bard, je peux vous assurer que personne n'est entré dans votre... Oh, mais qu'en savez-vous? Vous n'étiez pas là. Désolé, Madame Bard. Bonne nuit. Michel, monsieur, une autre bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît. Bien sûr. Michel, est-ce que tout va bien? C'était Madame Bard. Elle a dû rêver. Elle a cru qu'un homme s'était introduit chez elle. Sûrement un aveugle, si vous me permettez. Michel, le train n'est pas bloqué? Oh non, nous avons rencontré une congère. Il nous est déjà arrivé de rester bloqués 9 jours, mais heureusement, pas cette fois, soyez tranquilles. Ouais. Savez-vous où nous sommes? Monsieur Poirot, vous êtes là? Une minute, s'il vous plaît. Monsieur Poirot, faites vite! Une minute, je suis à vous. Il faut Je venir. vous en prie, j'ai dit une minute. Il faut venir avec moi maintenant! Je vous en prie. J'ai pensé qu'il nous fallait aussi un médecin. Je lui ai porté son petit remontant à l'heure habituelle, mais je n'ai pas eu de réponse, alors je me suis inquiété. Vous avez touché à quelque chose? Non. Michel, vous avez touché à quelque chose? Non, monsieur. Docteur? Poirot, on est en Yougoslavie. Et c'est pas le meilleur endroit pour avoir un problème. Nous sommes au fin fond de l'Europe, au milieu de nulle part. Et j'ai un convoi rempli de gens civilisés, intelligents, brillants, qui ont dépensé beaucoup d'argent et qui ne souhaitent pas être retardés ici par un système policier brutal et qu'ils seront cependant, sachez-le. Il a été poignardé au moins une bonne quinzaine de fois. Quelle frénésie. C'est une catastrophe. Mort depuis combien de temps? Peut-être 7 ou 8 heures, donc vers minuit, 1 heure du matin. Si la porte était fermée à clé, alors c'est par la fenêtre que l'assassin s'est enfui. Poirot, je vous le demande au nom de notre compagnie, s'il vous plaît. Sortez-nous d'affaires, je vous en prie. Ceci doit être laissé aux autorités. Non. Non. La police ici, elle n'aura jamais votre classe. Quand nous rejoindrons Brod, alors laissons le détective le plus connu du monde, le génie, raconter à la police ce qui est arrivé. Et alors, le retard sera moindre. Moi, j'ai surtout peur que personne ne souhaite plus jamais voyager à bord de ce train lorsqu'on saura qu'on s'y fait massacrer dans son lit. C'est mon travail. Est-ce que tous les passagers sont présents ce matin? Merci. Vraiment merci. Michel, est-ce que tous les passagers ont pris leur petit déjeuner? Pas encore, monsieur. Pas encore, monsieur.
Est-ce que Poirot a raison lorsqu'il pense que le wagon à destination de Calais est parfaitement sécurisé? Ah oui, monsieur, absolument, absolument. Personne n'a pu entrer dans ce wagon en venant d'une autre partie de ce train. Bien. Alors gardez les portes soigneusement fermées, personne ne doit ni entrer ni sortir. L'heure à laquelle nous nous sommes arrêtés à cause de la neige? 2 heures. Ah. Donc le criminel ne s'est pas enfui par la fenêtre comme vous le suggériez. Comment le savez-vous? Parce qu'il n'y a aucune empreinte dans la neige. Donc le criminel est toujours parmi nous, messieurs, dans ce train. Princesse Dragomirov, tous les passagers ont été priés de se rendre dans le salon. Je vous demande de les rejoindre. Immédiatement. Monsieur Book, je voudrais faire une réclamation. Je vous apporterai toute l'assistance nécessaire dans le salon, mais pas ici, madame. Je ne veux aucune assistance, je suis simplement très en colère. Allons-nous rester longtemps ici? Jusqu'à ce qu'arrive le chasse-neige et qu'il nous sorte de cette situation. Et j'ignore quand il pourra nous dépanner. Seul Dieu connaît la réponse. Eh bien, je souhaiterais qu'il nous en fasse profiter. Ah, 1h moins 20. C'est ce que je disais. Vous parliez de 15 coups de poignard, docteur. Oui. Mais Poirot n'en compte que 12, à moins qu'il y en ait eu d'autres dans le dos. Non. Donc, le meurtrier a dû le prendre par surprise et il l'a frappé avec force et puissance. Vous n'êtes ni dans la police ni chirurgien. Alors, vous êtes... Un obstétricien. Bon. S'il vous plaît. Voyez-vous ces petites déchirures, ces entailles, elles n'ont pas été portées avec force. En revanche, ici et ici, avec beaucoup de force et de violence. Et c'est ça qui l'a tué, docteur. Princesse Dragomirov, s'il vous plaît. La princesse n'est pas habillée, monsieur. Je suis désolé, mais vous devez venir dans le salon immédiatement, princesse. Quel est le problème, monsieur? Je vous attends. Dehors. Si je me tiens ici comme l'assassin l'a fait, je découvre que certains coups de poignard ont été donnés sous un angle qui fait appel à ma main droite. Et pour d'autres, regardez, c'est impossible. Non, j'ai besoin de ma main gauche. Nous avons un gaucher et nous avons un droitier. Nous avons un faible et nous avons un fort. Alors, Ratchet est-il en train de nous dire qu'il a été massacré par 2 personnes? Il savait qu'il était en danger. Il savait qu'il fallait qu'il reste constamment sur ses gardes. Voilà. Oh. Je vous en prie. Je vous en prie, asseyez-vous. Eh bien, mesdames et messieurs, je dois vous apprendre que la nuit dernière, l'un de nos passagers, Monsieur Ratchet, a été assassiné. Oh. S'il vous plaît. Oui, le détective Hercule Poirot pense que l'assassin est encore dans ce train avec nous. Donc, par sécurité, nous avons fermé toutes les issues et vous demandons de ne pas tenter de sortir. Bien sûr, Monsieur Poirot souhaiterait vous interroger tous. Tué de quelle manière? Avec un couteau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. La lettre H. Ah, peut-être que Poirot a une idée. De la cendre, regardez, et des allumettes plates. Et ici, nous avons les allumettes plates de Ratchet, mais ici, nous en avons en bois, et un morceau de papier qui a brûlé. Alors, peut-être que Poirot a raison lorsqu'il suggère que l'allumette en bois a été sans doute allumée par quelqu'un d'autre. Et le morceau de papier brûlé peut être une preuve qui pourrait incriminer quelqu'un. Mesdames, messieurs, Monsieur Poirot souhaiterait que l'une d'entre vous, mesdames, lui prête un carton à chapeau. Merci.
cher grand-père avait le même pour cirer sa moustache, lui aussi. Donc, si ce morceau de papier qui a été brûlé constitue une pièce à conviction, je vais tenter de le faire renaître afin de savoir ce qu'il y avait d'écrit dessus. Easy Arms. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Easy? Easy Arms. Merci. Je crois que ça n'a aucun sens, n'est-ce pas, Poirot? Ça veut rien dire. Je n'en sais rien encore. Poirot. Oui, nous devons régler ça. Cette nuit avec Michel, Voici les passeports de tous les passagers, monsieur. Ah, merci, Michel. Michel, si vous pouviez rester un instant et me parler de la nuit dernière. Soyez tranquille, asseyez-vous. Poirot, Michel n'est pas concerné. Depuis que sa femme est décédée, il est marié à notre compagnie. C'est le meilleur de nos employés. Ah, désolé. Et de quoi est-elle morte? De chagrin. Ma fille est décédée et ma femme l'a suivie. Il y a longtemps de cela? Ce n'était pas la nuit dernière, en tout cas. Laissez ce pauvre homme tranquille. C'était il y a quelques années. Parlez-nous de la nuit dernière, voulez-vous? Eh bien, nous nous sommes arrêtés à Vinkovci, un peu en retard, vers minuit moins le quart. Êtes-vous descendu du train? Oui, pour bavarder un peu, mais il faisait si froid que je ne suis pas resté longtemps. Est-ce que quelqu'un d'autre est descendu de ce wagon avec vous? Oui. Monsieur McQueen et le colonel Arbuthnot. Mais eux non plus ne sont pas restés très longtemps. Ensuite, ils sont allés parler politique dans le compartiment du colonel, jusqu'à 2 heures du matin. Et ensuite, Monsieur Ratchet a hurlé. Il était environ minuit et demi. Ce n'est rien. Tout va bien. J'ai vraiment cru qu'il s'agissait d'un cauchemar. Et ensuite, à 2h15, Madame Hubbard... Il se tenait juste au-dessus de moi. Pareil à l'ange de la mort. Vous vous rappelez, monsieur? Oui, bien sûr. Michel, avez-vous vu plus tard une femme portant un kimono rouge? Oh oui. Peut-être vers les 2h, 2h30. Je n'ai pas vu de qui il s'agissait parce qu'elle s'éloignait dans l'autre sens. Et de quel compartiment sortait-elle? Je ne saurais vous dire. Bon, alors peut-être revenait-elle des toilettes? Non. Merci. Merci, Michel. Je vous en prie. Et la prochaine fois que vous demanderez un transfert sur les wagons allant à Calais, j'espère que ce ne sera pas si dramatique. Vous avez demandé un transfert pour ce voyage? Un de mes anciens collègues et amis réside à Calais. Je voulais lui rendre visite. Oui, Michel fait le voyage jusqu'à Paris, normalement. Bien. Monsieur? Est-ce que vous aimiez votre employeur? Je trouve qu'il n'est pas nécessaire d'aimer son employeur. Moi, je le dois. Saviez-vous qu'il m'a offert un emploi? Mais comme je ne l'aimais pas. Était-ce à votre avis un gentleman? En aucune façon. Mais il avait de l'argent. Mettez donc un costume à un rat d'égout. Ce sera toujours un rat d'égout, mais il aura un costume. La nuit dernière, vous avez partagé votre compartiment avec le signor Foscarelli. Et vous y êtes resté toute la nuit? J'ai lu jusqu'à 4 heures du matin. Vous lisiez un très bon livre. Non, mais j'avais une rage de dents. Donc, vous en êtes certain, le signor Foscarelli n'a pas quitté le compartiment la nuit dernière? Non. Il a ronflé. Est-ce que ces deux mots vous rappellent quelque chose? Serait-ce par hasard une société qui fabrique ou qui vend des armes? Je ne connais pas le nom d'une telle entreprise. J'ai rencontré Monsieur Ratchet durant mes études supérieures en Irak. Ce pays se nomme ainsi aujourd'hui.
Il cherchait un assistant qui sache s'exprimer en plusieurs langues, ce qui est mon cas, et il payait bien. Il ne parlait aucune langue étrangère? Non, aucune. Ou un genre de jargon italien que même un véritable Italien aurait des difficultés à suivre. Et lorsqu'il était en Amérique, vous savez où il habitait? Il n'en a jamais parlé. Il songeait à acheter à Naples, je crois, mais... je ne sais pas s'il avait l'autorisation de s'y rendre. L'autorisation? Je ne me fais pas d'illusions. Je pense que M. Ratchet était en fuite. Il avait dû faire quelque chose de grave en Amérique. Et il essayait de se racheter une place dans la haute société. Il ignorait que je gardais ceci. Je savais que nous allions à Calais pour rembourser cet argent. À qui? La pègre, le milieu, la mafia. Mais ils s'en sont débarrassés, n'est-ce pas? Ils l'ont débusqué dans le train avec tout l'argent, et il a réglé ses dettes cette nuit. Combien y avait-il dans la valise? Plus de 200 000 $. Oh. Je suis resté à son service parce que j'avais besoin d'argent pour rentrer chez moi. Il se faisait appeler Ratchet, mais c'est un nom d'emprunt. Voulez-vous me suivre? 200 000 $, une pénitence. Voilà ce qu'il m'a dit. Quelque chose de grave en Amérique. Une chose pour laquelle il a été proscrit. Et 200 000 $, le prix du sang, pour lequel il doit expier. Attention, c'est dangereux, méfiez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas. Il ne s'agit pas de Samuel Ratchet, il s'agit de Lanfranco Cassetti, qui pour 200 000 $ a kidnappé un jour dans la maison de ses parents à Long Island, New York, la jeune enfant Daisy Armstrong. Ce monstre s'en est pris à elle, et quelqu'un dans la maison a voulu l'en empêcher et a été grièvement blessé. Les parents payèrent la rançon demandée, mais la jeune Daisy Armstrong ne rentra jamais à la maison. Elle était morte seule, terrorisée, entre les mains de Cassetti. Et ce, moins d'une heure après avoir été enlevée. Et à la suite de cette terrible épreuve, Sonia Armstrong, sa mère, ressentit des douleurs avant terme pour le second enfant qu'elle portait. Et le petit bébé n'a pu être sauvé. Et elle non plus, hélas. Le colonel Armstrong, le cœur brisé à jamais, ne put envisager de continuer à vivre. Cela fait 4 morts à imputer à Cassetti. Mais non, pardon, 5, parce que la police avait arrêté la gouvernante et était convaincue qu'elle était impliquée dans ce crime. Or, elle était innocente. Et elle s'est pendue dans sa cellule au poste de police. Cassetti a été arrêté. Mais sa famille, la mafia de Chicago, a mis les juges et les procureurs dans sa poche. Et toutes les preuves furent égarées. Et Cassetti s'en sortit libre. Excusez-moi, mais personne n'a l'intention de m'interroger à propos des événements de la nuit dernière. Je pense que j'ai vu le meurtrier. Quoi? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour cette panne d'électricité, mais nous nous en occupons en ce moment. Entre-temps, un déshabillé rouge pourrait être la clé du meurtre. Un déshabillé? Donc, je vais avoir besoin des clés de vos valises, s'il vous plaît. Poirot vient tout juste d'identifier Samuel Ratchet. Il s'agit de Lanfranco Cassetti. Eh oui. Oui, c'était lui. L'assassin tristement célèbre. Je ne sais pas ce que je dois faire. Que voulez-vous dire, Monsieur McQueen? Mon père était concerné dans l'affaire Cassetti. Il était procureur. Il y a donc un lien entre mon nom, McQueen, et l'assassin. Ce n'est qu'une question de temps avant que Poirot se rappelle qu'il a vu ce nom passer. Il a une connaissance encyclopédique de Cassetti et de ses crimes. Donc,
Vous connaissiez Cassetti? Et vous ne l'avez pas reconnu lorsque vous travailliez pour lui? Et un détective va me croire si je lui dis ça. Si c'est la vérité. Est-ce que c'est exact, Monsieur Book? Ah oui, oui, vous avez absolument raison. Poirot ne s'intéresse qu'à la vérité. J'étais étendue là. Allongez-vous comme moi, docteur Constantine. Allongez-vous. Oui, alors maintenant ouvrez les yeux. Oh. Il se tenait là, un visage sombre, à 2h15 du matin. Vous rappelez-vous son visage? Non, c'est impossible. Alors comment savez-vous que c'était un homme? Si vous aviez eu la vie que j'ai vécue, vous sauriez lorsqu'il y a un homme dans votre chambre. Vous comprenez ce que je veux dire, docteur? Ah oui, bien entendu. Que s'est-il passé ensuite? J'ai fermé les yeux et j'ai appelé le chef de train. Et votre visiteur, qu'est-il devenu? Il est parti par là. Madame, comment se fait-il que vous n'ayez pas fermé à clé la porte de votre compartiment? Je l'ai fait. Madame Hubbard, lorsque vous viviez en Amérique, étiez-vous proche de la famille de la jeune Daisy Armstrong? Eh bien, j'étais au courant de cette tragédie, bien entendu. Mais ils étaient de la haute société, ce qui n'est pas mon cas. Cet homme est celui qui a assassiné Daisy Armstrong. Eh bien, si j'avais su cela, comme toutes les mères américaines, j'aurais arraché les tripes de ce salopard. Pardonnez ma grossièreté. Non, c'est vraiment le mot adéquat. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bouton. On dirait que ça vient d'un uniforme. Que fait-il ici? Si Michel n'a pas de bouton manquant, c'est sûrement... Il n'était pas là hier, en tout cas. Alors c'est sûrement celui de l'assassin. Peut-être est-il monté dans le train à Vinkovci? Oui, c'est ça, déguisé en chef de train. Ensuite, il entre chez Madame Hubbard avec un passe qu'il aurait volé et disparaît en enfilant un kimono. Tout ça à partir d'un bouton. Bon, nous savons que Cassetti était vivant à 00h30 puisqu'il a répondu à Michel. Ce n'est rien. Non, Monsieur Cassetti était peut-être déjà mort et quelqu'un a pu répondre à Michel à sa place. Ça, c'est brillant, bravo, monsieur. Donc il peut s'agir de la voix de l'assassin, ce qui coïnciderait avec la montre et avec l'heure de la mort. Car il y avait au moins 2 meurtriers. Mais il faut savoir qu'il a sûrement frappé comme un dément. Main gauche, main droite, c'est ainsi que je le vois, que je l'imagine. J'en suis ravi pour vous, monsieur. Alors, ça avance? C'est un coup de la mafia. C'est la mafia, j'en suis sûr. Le couteau, c'est typiquement italien. Il voulait l'argent. Et il y avait une raison à cela. Sans doute une vengeance. C'est possible, Bien sûr que c'est possible. Et je vous pose la question. Qui est italien dans ce train? Qui est déjà allé en Amérique? Hein? Signor Foscarelli. Donc vous partagez avec Mademoiselle Debenham les couchettes 10 et 11? Oui. Cette Anglaise, cette jeune femme, n'a jamais prié. J'ai prié. Elle en avait pourtant besoin. Aucune de vous n'a quitté le compartiment hier soir? Non. Vous êtes déjà allé en Amérique? Oh, oui. L'Amérique. C'est exact. Pour le travail? Pour prêcher. Pour Jésus. Pour collecter des fonds pour notre mission en Inde. Ah, bien sûr. Et pour aider les enfants. Poirot, l'argent a été soit dépensé, et ça je vous assure que c'est pas le cas, soit il est encore... S'il vous plaît, mademoiselle, êtes-vous catholique? Oh non. Je prie pour les catholiques. Car ils se trompent, hélas, n'est-ce pas? Mademoiselle Olson. Ils se trompent en quoi? Les catholiques avec leur pénitence et leur pardon, tout ceci est faux, n'est-ce pas, Monsieur Poirot? Parce qu'il y a certaines choses que Dieu ne pardonnera jamais. Oui. Comme lorsqu'on viole sa loi. Oui. Ainsi que les violences faites aux enfants. Oui, les violences contre des enfants. Cet homme-là qui a été tué. Peut-être est-ce Dieu qui est monté dans ce train cette nuit-là et qu'il a refusé de lui pardonner.
Vous êtes religieuse depuis longtemps. J'ai vu Jésus. Et il me protège maintenant. Tout comme je protège ses enfants. Et cela fait 5 ans. 5 ans que je suis auprès de mon maître. Et je suis sûr que Dieu apprécie beaucoup. Bon, voilà. Poirot, il n'y a pas d'argent. Pas de déshabillé. Kimono. À moins que la princesse Dragomirov ne porte de déshabillé, ce qui me semble peu probable. Qu'en dites-vous, docteur? Je suis d'accord. Kimono. Avez-vous vu la tenue qu'elle portait aujourd'hui? C'était fort saillant. Elle avançait dans le couloir tel le fameux cuirassé Bismarck. Bah, en tout cas, je sais qui a commis le meurtre. Le procès Cassetti, les journalistes s'en sont emparés. Toute la presse, le FBI, ça a fait des ravages dans la mafia. Leur organisation a été décimée, ce que la mafia n'a pas supporté. Alors ils ont mis un des leurs dans le train, armés d'un couteau, et ils se sont remboursés. C'est le signor Foscarelli. C'est vraiment dommage, mais le valet de chambre a eu une rage de dents et nous a signalé que le signor Foscarelli n'avait pas quitté le compartiment de la nuit. La nuit du meurtre, monsieur. Ma femme de chambre m'a fait la lecture jusqu'à 11 heures. Et vous avez dormi jusqu'au matin? Non. À 1h moins 20, j'ai sonné le chef de train pour le prier d'appeler Frau Lenschmidt, car je n'étais pas bien. Et celle-ci m'a fait un massage. Un massage? Je l'ai quittée à 2h30, elle dormait cette fois. Après lui avoir fait son massage, j'ai lu un peu de Goethe. Et vous n'avez entendu aucun bruit dans le wagon? Aucun, c'est exact. Princesse Dragomirov, aviez-vous des relations avec la famille de Daisy Armstrong? Oui, princesse. Hildegarde, je vous en prie. Laissez-nous. J'ai séjourné plusieurs fois dans la maison des Armstrong à Long Island. J'avais le privilège d'être la marraine de la mère de Daisy, Sonia. Sonia était la fille de la grande tragédienne, l'actrice Linda Arden, dont j'étais fervente admiratrice depuis des années. Si ma mémoire est exacte... Oui, Linda Arden était un nom de scène, n'est-ce pas? Oui, emprunté à Shakespeare. Quel était son véritable nom? Son nom était Waterstone. Ah oui, oui, je m'en souviens maintenant. Oui, Linda Arden avait 2 filles. Sonia Armstrong, oui, et une autre fille plus jeune. Oui, tout à fait correct. Et savez-vous ce qui est arrivé à sa plus jeune fille? Non, elle s'est mariée, je pense. Quelque part. J'ignore ce qui lui est arrivé, je regrette. Vous savez que c'est Lanfranco Cassetti qui a été assassiné. Monsieur, sachez que si j'avais reconnu cet homme-là, savez-vous ce que j'aurais décidé de faire, hein? J'aurais d'abord appelé tous mes serviteurs. J'aurais flagellé cet homme jusqu'à la mort. Et je l'aurais jeté dans une décharge publique. C'est comme ça qu'on traitait un tel homme lorsque j'étais jeune. Soyez-en bien certains. Je l'aurais poignardé dans son sommeil. Et j'aurais eu beaucoup de fierté à le confesser. Monsieur. Poirot, vous croyez que c'est elle? Non, cette femme est trop fragile. Elle n'aurait jamais la force de le poignarder. Monsieur Foscarelli... Vous croyez vraiment que la mafia serait responsable de... Oui, c'est juste. J'ai quelque chose à vous dire. Monsieur, sachez que tous les Italo-Américains ne sont pas dans la mafia. La plupart lui crachent dessus. Je suis dans l'automobile, je suis un excellent vendeur, et c'est dur de gagner la confiance quand on est italien. Les hommes tels que Cassetti amènent les gens à nous détester. Monsieur, si ces gangsters sont concernés, ne vous frottez pas à eux, je vous le demande, monsieur. Car ils sont sans pitié pour quiconque croise leur chemin, et sans aucune exception, vous comprenez ça? Serait-ce une menace? Ce n'est qu'un conseil. Monsieur. Merci. Entrez. Alors à plus tard, monsieur Poirot. Il n'y a plus d'eau.
Vous avez vu, l'eau ne fonctionne plus. Je ne menaçais personne. Que se passe-t-il? Fraulein Schmidt, est-ce que ceci appartient à votre maîtresse? Non. Elle, c'est Natalia. C'est son style, mais pas son initiale. Merci. Dites-moi, s'il vous plaît, avez-vous aussi fréquemment rendu visite au Armstrong à Long Island? Oui. Non. Je connaissais la maison de Long Island, bien sûr, mais je travaillais dans une propriété adjacente, dans une autre famille. C'est ainsi que j'ai rencontré la princesse. Et vous êtes excellente cuisinière. Oui, on me l'a souvent dit, je crois que je suis douée. Bien. Non. Je suis femme de chambre. Pardonnez-moi, mais vous semblez très expérimentée en C'est cuisine. cela très bien, et accompagnée d'une sauce persillée. Et la cuisson ne doit pas durer plus de 30 secondes. Non, je suis femme de chambre. La raison pour laquelle je suis nerveuse, monsieur, et qui me perturbe, c'est que j'ai vu le meurtrier. Je l'ai vu de mes propres yeux. Lorsque j'ai fini le massage de la princesse, je suis sortie du compartiment et j'ai vu passer une dame en kimono. Mais elle avait un visage d'homme. Oui, je l'ai vue aussi, et... Eh bien, elle ressemblait à une femme de dos. Non, un homme. Oui. Alors, quand avez-vous vu cet homme? Parce que je ne vous ai pas remarqué quand je l'ai vu, moi. À 2h30. Vous pourriez me le décrire? Il était assez petit, assez rond, et le teint foncé. Et lorsque j'ai entendu sa voix, alors qu'il me disait pardon, c'était la voix d'une femme. Douce, la voix d'une femme. Merci. Plus rien du tout. Rien du tout. Si on ne fait pas de feu ou si la locomotive n'avance pas, la dynamo est fichue. Et d'ici à demain matin, ça ne repartira pas. Il n'y a plus rien. Plus d'électricité du tout. Il va faire moins 10 degrés cette nuit, et ils ne peuvent arriver ici avec le chasse-neige que demain. Qu'allez-vous faire? Comment allons-nous pouvoir cuisiner? Eh! Comment pourrons-nous nous réchauffer? Tous les boutons y sont. Et ils sont cousus avec un fil ancien, donc ce bouton doit appartenir à un autre uniforme. Bien. Alors, qui voulez-vous que je convoque? Mademoiselle Debenham? Non. Pas Mademoiselle Debenham. Pas encore. Comte Andrény, la nuit dernière, je vous ai vu, ainsi que votre femme, vouloir sortir du train à Belgrade. Ma femme souffre de claustrophobie. C'est difficile pour elle d'être à bord d'un train. Est-ce que vous avez subi une crise pendant la nuit, comtesse? Non. La nuit dernière, elle a pris une dose de Trional. Je vous en donne ma parole d'honneur. Je n'ai pas mis en cause votre honneur. Je crains fort, Poirot, qu'aucun d'entre nous puisse vous être utile dans cette triste enquête. Êtes-vous déjà allé en Amérique, comtesse? Non, monsieur. Même lorsque votre mari était en poste à Washington? Nous ne sommes mariés que depuis 1 an. J'ai passé 2 ans à Washington. J'étais en poste à l'ambassade. Ah, vous y étiez il y a 5 ans, c'est ça? Oui. Je me rappelle l'affaire Armstrong, on en avait beaucoup parlé, si c'est à ça que vous faites allusion, monsieur. Cette tache de gras a été faite par un fonctionnaire pas très soigneux, je suppose. Voulez-vous m'écrire votre nom, tel qu'il y figure, sur votre passeport? Pourquoi doit-elle écrire son nom? S'il vous plaît, tel qu'il apparaît sur le passeport. Merci. Ce n'est donc pas vous qui avez perdu ceci, Non. C'est très joli, mais non. Docteur, comment ça se passe?
La femme de chambre a dit qu'elle avait vu le meurtrier et a donné à Poirot une description. Pourquoi ne m'avez-vous pas encore interrogé, monsieur? Mademoiselle Debenham, pourquoi le colonel Arbuthnot et vous-même prétendez ne pas vous connaître, alors qu'il semblait évident qu'à Istanbul, vous étiez intimes? Non, arrête. Quand tout sera fini, alors... Quand quoi sera fini, alors? De quoi s'agit-il? Je n'ai pas la liberté de vous le dire. La liberté? Mademoiselle, vous allez me donner une vraie réponse. Quand la police yougoslave arrivera, vous n'aurez plus aucune liberté. Alors donnez-moi une réponse. Doucement, Poirot. Je n'ai pas la liberté de vous le dire. Mademoiselle, ne me mettez pas en colère. Un crime a été commis. Et je vous ai vu vous comporter tous deux de manière suspecte avant et après que le crime a eu lieu. Laissez-la tranquille. John. Monsieur. Teddy, asseyez-vous. Colonel Arbuthnot, pouvez-vous m'expliquer ce que signifie cette réaction? J'ai rencontré mademoiselle Debonan à Bagdad. Elle était gouvernante dans la maison d'un officier, un de mes amis. Et vous êtes tombé amoureux? Oui. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui tombent amoureux du petit personnel? Ah, voulez-vous vous taire, vous? Pourquoi autant de secrets? J'engage à l'heure actuelle des poursuites contre mon épouse infidèle depuis 20 ans. Je veux divorcer. Mais selon la loi britannique, si elle me voit avec une autre femme, elle peut me poursuivre en justice. Je n'arrive pas à croire que je sois en train de vous le dire. Si ça se produisait, j'y laisserais ma maison, ma réputation, mon commandement. Quand tout sera fini, c'est bien ce que Marie a dit. Quand le divorce sera fini, quand tout cela sera derrière nous. Colonel, durant toutes vos années de service, avez-vous connu le colonel Armstrong, père de la pauvre Daisy Armstrong? De réputation, oui. C'était un homme bien. Il avait reçu la croix militaire à la bataille de Passchendaele. Alors écoutez-moi, Poirot. De toutes les façons, cet homme méritait de mourir cette nuit. Mais j'aurais été bien plus heureux qu'il soit reconnu coupable par un jury. Je vois. 12 hommes et la vérité. La façon civilisée. Poirot, j'ai installé dans le salon le petit réchaud à gaz de la cuisine et je propose que tout le monde s'installe là-bas pour la nuit. Bon. Rassemblez tout le monde. Monsieur Book, je réfléchissais à la théorie du docteur Constantine de l'assassin qui se serait déguisé en chef de train. Oui, à Vinkovci, oui. Mais l'uniforme de ce chef de train, il a dû s'en débarrasser quelque part. Doute, oui. Poirot croit savoir où il est. Il est sûrement dans le compartiment de la seule personne qui ne peut être incriminée, puisqu'elle dit qu'elle a vu l'assassin. Fraulein Schmidt. Vous avez le bouton en question? Oui, permettez. Bon, restez sur vos gardes.
Monsieur, j'ai trouvé ceci dans mon nécessaire de toilette. C'est bien le genre de couteau qui a pu provoquer toutes les blessures. Oui. Il l'a sûrement caché dans mes affaires de toilette quand il est passé dans mon compartiment. C'est sûrement le cas. Je crois qu'il vaut mieux réserver mes conclusions à la police de Brode. Mais quand je veux dormir, je vois son visage devant moi. Je n'arrive pas à ôter ce visage de mon esprit. Marie, je vous en prie. Ça va aller. Elle voit le visage de l'homme qu'elle a aperçu hier soir, le meurtrier, plein de colère, comme s'il voulait vous tuer. Je ne cesse pas de voir son visage. Est-ce qu'il porte toujours ce fameux kimono? Non, ce crime aurait été parfait si la neige n'avait pas tout bouleversé. N'est-ce pas, Fraulein Schmidt? Je crois qu'il y a deux solutions à ce meurtre. Dans le premier cas, l'assassin mandaté par la mafia monte dans le train à Vinkovci, descend à Brode avec l'argent après avoir tué Cassetti. Mais là où l'une d'entre vous aurait remarqué un autre chef de train dans le couloir et l'aurait signalé à la police. Mais l'assassin serait déjà loin. Évanoui. Mais à cause du retard du train, il a fallu faire appel à un peu d'improvisation. Et donc la seconde solution se présente d'elle-même à moi. Elena Wasserstein. Avec une tache de graisse sur le prénom Elena. Oui. Oui, c'est mon prénom. En effet. Mais alors, peut-être bien que Poirot ne devrait pas examiner votre prénom, mais votre nom de jeune fille. Comtesse Wasserstein. Ou Waterstone. Oui, le nom de jeune fille de Sonia Armstrong et de sa jeune sœur, Elena. Ma femme ne voit pas où vous voulez en venir. Ça suffit maintenant. Arrêtons là. Oui, arrêtons-là, vous avez bien raison. Vous avez trouvé un mouchoir portant l'initiale H. Ça m'aurait bien sûr accusé. Et vous auriez fait le rapprochement avec Daisy. Votre nièce. Oui, ma nièce chérie. Cette jeune femme n'a rien fait de mal. Vous ne savez rien, monsieur. Ne touchez pas à elle. Voulez-vous entendre ce que j'en conclus? Hein, mademoiselle de Benham, vous le voulez? Je sais, puisque Fraulein Schmidt me l'a dit, que le prénom de la princesse Dragomirov est... C'est Natalia. Et n'est-il pas exact, princesse, que dans l'alphabet russe, la lettre capitale N s'écrit comme notre lettre H? Donc, je sais à présent qu'il y a plusieurs liens dans ce train se rattachant à Daisy Armstrong. Il y a la marraine, la tante et le fils du procureur. Et Poirot se souvient avoir lu dans les journaux sa triste fin de carrière dans la honte pour avoir participé à un procès truqué. Cassetti et ses acolytes avaient menacé de me tuer. Moi, son fils. S'il ne faisait pas ce qu'on lui demandait, que pouvait-il faire d'autre? Il était censé faire en sorte que la justice soit rendue lors d'un procès équitable. Cette fille n'a pas assassiné cet homme. Pas dans un accès de folie, non. C'est un crime commis de sang-froid. N'est-ce pas, mademoiselle Debenham? Et programmé depuis longtemps. Mais c'est vous, monsieur Book,
qui le premier avait suggéré à Poirot qu'il n'y avait qu'en Amérique qu'on pouvait rencontrer un si grand mélange réuni sous un seul toit. Mais peut-être aussi dans la maison d'un homme fortuné à Long Island. Parce que... Ici, nous avons la cuisinière. Et il s'agit de Fraulein Schmidt. Est-ce que j'ai raison, Michel? Et près d'elle, il s'agit de votre fille, la gouvernante de la maison, Mademoiselle Françoise, qui a été soupçonnée par la police de complicité dans la mort de Daisy Armstrong, mais qui était tout à fait innocente et qui s'est donné la mort. Monsieur Foscarelli, que faisiez-vous? Vous étiez le chauffeur. Le chauffeur. Et également l'amant de Mademoiselle Françoise. Tout ce qu'elle a fait, c'est bavarder un jour avec un étranger dans une boutique. Elle a laissé échapper malgré elle quelques détails sur la maison. L'heure du départ de la jeune bonne, le soir. Elle ignorait qu'elle parlait à un homme comme Cassetti. Et tout ça a eu lieu en 1933, il y a 5 ans. Depuis combien de temps avez-vous rejoint Jésus, Mademoiselle Holson? Il y a 5 ans que je suis auprès de mon maître. Poirot vous soupçonne d'être cette jeune bonne, justement. Il y a des crimes que Dieu ne pardonne jamais. Et vous, Mademoiselle Debenham, la gouvernante professionnelle, et cette paralysie du côté droit, je me demande de quelle manière vous avez pu subir un tel préjudice. Au début, j'ai cru que vous, Monsieur Masterman, étiez le majordome des Armstrong, et en fait, non. Puis j'ai remarqué que vous étiez très proche du colonel Arbuthnot, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, je pense que vous avez servi ensemble dans l'armée, aux côtés du colonel Armstrong. Teddy a été son ordonnance pendant la guerre. C'était le meilleur de tous les hommes. Et un ami très cher. Puis il y a Linda Arden, si célèbre, qu'il aurait été dangereux pour elle d'être reconnue si elle montait dans ce train sans changer d'aspect. Oui, vous avez même abusé Poirot. 12 personnes et 12 blessures dans le corps de Cassetti. 12 membres du jury. Mais je pense que le comte Andrény est un homme d'honneur et que sa femme a été protégée, qu'elle n'est pas impliquée dans cette tuerie, qu'elle a bien pris son triennal. C'est exact. Alors, qui est le 12e? Serait-ce possible que ce soit l'homme qui tentait de détourner Poirot de ses intuitions? C'est par la fenêtre que le tueur s'est enfui. L'obstétricien qui retournait en Amérique, dont Poirot soupçonnait qu'il comptait parmi ses clients une famille de Long Island et qui a vu à quel point ils ont souffert. Nous devons remercier Mademoiselle Debenham d'avoir organisé ce plan. Ce furent sa force et son courage qui nous rassemblèrent tous et qui canalisèrent notre détermination. Ce plan était d'une grande beauté. Le whisky de Cassetti était drogué afin qu'il reste éveillé, mais qu'il ne puisse pas réagir. Il fallait qu'il sache que c'était une exécution. Monsieur Ratchet, est-ce que tout va bien? Ce n'est rien. Tout va bien. Après avoir entendu ce cri, tout ce que nous souhaitions, c'est que vous vous rendormiez, Monsieur Poirot.
Je pourrais vous dire qui nous sommes. Mais tout ce qu'il vous faut savoir, c'est que les gens que vous avez tués sont au paradis, Monsieur Cassetti. Tandis que vous, vous êtes déjà en enfer. Ce bébé était sûrement terrorisé lorsque vous l'avez tué. Vous n'avez jamais songé que nous allions vous chercher à travers le monde et obtenir justice pour toutes ces braves personnes que nous aimions tant. Le but de ce voyage. La couchette payée par Monsieur Harris. Afin de ne laisser aucune place libre. Ainsi que le kimono. La montre. C'était une farce, n'est-ce pas, Linda Arden? Tout ça pour se moquer de Poirot. Vous avez été notre premier obstacle. Puis ce fut la neige qui nous a empêchés d'aller jusqu'à Brod. Mais comment l'assassin quitte-t-il le convoi? Mais par la fenêtre. Oui. Oui, il pourrait essayer de passer par mon compartiment et je me serais réveillée et il serait repassé ici. Vous êtes des misérables. Avec votre jury irrégulier, votre soi-disant justice. Vous n'avez pas le droit de détourner la loi et de vous en servir ainsi. Monsieur Poirot, cet enfant n'avait que 5 ans. Nous étions des gens bien élevés, civilisés. Puis le diable a franchi nos murs. Et nous attendions que la loi nous rende justice. Et la loi nous a tourné le dos. Non, non, on se comporte de cette façon et on devient des sauvages, la loi de la rue. Là où les jurés et les exécuteurs décident de faire leur propre loi. Non, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Le respect de la loi se place bien plus haut. Et si ça échoue, on doit le porter à de plus hautes instances. Car toutes les sociétés, tous les peuples civilisés n'auront plus rien pour se protéger si vous bafouez la loi. Il existe une autre justice plus haute que la loi, monsieur. Alors il faut laisser Dieu la rendre, cette justice, et non pas vous. Et s'il ne fait rien? Et s'il laisse agir sur cette terre tous ceux qui font le mal? Si les prêtres eux-mêmes, qui sont censés représenter Dieu, pardonnent ce qui ne devrait jamais être pardonné? Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Oui. Eh bien, nous étions sans péché, monsieur. Moi, je n'ai jamais péché. Quand nous arriverons à Brod, si nous y parvenons un jour, laissez tous ces gens partir, monsieur. Livrez-moi, si vous le voulez, à la police. Mon monde a disparu. Laissez toutes ces personnes vivre. Non. C'était le pire des assassins, Poirot. Monsieur. Le diable incarné. Vous n'allez pas le défendre devant nous. On dirait un voyou qui cherche à se justifier devant un tribunal. C'est là. Fermez la porte. Mais ils ont raison, monsieur. On voit bien que ce sont tous des braves gens. Et que ce Cassetti, il méritait d'être exécuté pour ce qu'il a fait. Et le monde entier savait qu'il n'était qu'une crapule, qu'un menteur. Non. Fermez cette porte. Nous pouvons présenter l'uniforme de chef de train à la police de Brod et laisser ces gens s'en aller. Non. Que faites-vous? Je ne dois pas être vu ici. Je ne serai pas vu ici.
Colonel. On s'est bien débarrassé de cet assassin, on peut en tuer deux Nous autres. ne sommes pas des tueurs, colonel. Ouvrez cette porte. Tuer Cassetti était l'œuvre de Dieu, colonel. Ouvrez cette porte. Si vous les tuez, John, vous n'êtes pas meilleur que Cassetti. Laissez-moi passer. Non! Non! Si nous les tuons, nous serons comme Cassetti, des gangsters. Cherchant à nous protéger avant tout. Dieu sait à quel point ce sera dur de vivre avec le meurtre de Cassetti dans nos consciences. Mais comment pourrions-nous supporter de vivre avec des meurtres qui ne servira à rien? Je suis fière de vous, John. Je suis fière que vous ayez rendu justice à votre ami. Et je vous aime. Je vous aime. Mais non, ne faites pas ça. Vous avez tort, mon chéri. Non. Non, ce serait mal. Monsieur, puis-je entrer? Bien sûr. Je lui apporte une tasse de thé. Je peux la lui porter? Oh oui. Merci. Puis-je vous demander si la police arrivera avec le chasse-neige? Oui. Oui, la police va arriver. La princesse Dragomirov a préparé du thé pour tout le monde. Il y a une chose que vous n'avez pas résolue, c'est l'endroit où nous avons caché l'argent pour le restituer à la fondation Armstrong. Pourtant, j'ai trouvé que la princesse avait pris du poids tout à coup pendant la nuit. Une telle isolation nous aurait été bien utile la nuit dernière. En parlant de la femme à Istanbul, vous disiez qu'elle connaissait les lois concernant sa culture, qu'elle les brisait et qu'elle savait ce qui l'attendait. C'est ce qu'a fait Cassetti. Et vous l'avez fait aussi. Lorsqu'on ne vous a pas rendu justice, vous vous sentez incomplet. C'est comme si Dieu vous avait abandonné dans un lieu désolé. J'ai demandé à Dieu. Nous l'avons tous fait ce qu'il fallait que je fasse. Et il a dit, fais ce qui doit être fait. Et j'ai songé que si je le faisais, ça me permettrait d'être complète à nouveau. Alors l'êtes-vous? Moi, je crois avoir fait ce qui était le mieux.
Quel est le nom du capitaine? Dravidjak, monsieur.